secours s'organisent autour des victimes du cyclone Irma. Hébergement et soutien psychologique sont mis en place pour encadrer les sinistrés dans un climat de chaos. Nous y reviendrons. 700 contrats aidés pour les associations et les collectivités territoriales, ce n'est pas assez, affirme l'Afrocep, l'association des associations manifestée vendredi devant la préfecture. L'association craint le pire pour l'année à venir. 28e édition de la fête du cheval dans toute la France jusqu'au 24 septembre. Chez nous, le centre équestre de Macouria a organisé des initiations à l'équitation ce dimanche, à découvrir au galop dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. 5 jours après le passage de l'ouragan Irma, le désordre règne toujours sur l'île de Saint-Martin, dévastée par la catastrophe. De nombreux pillages ont été rapportés par les habitants ces derniers jours. Parmi les missions essentielles, l'hébergement des rapatriés et une urgence absolue. Certains Guadeloupéens ont déjà commencé à leur prêter main forte en les hébergeant chez eux. Illustration en images avec Karine Diamin. Rapatriés en Guadeloupe après le passage de l'ouragan Irma sur les îles du Nord, ces touristes anglais venus faire affaire à Saint-Martin ont trouvé refuge grâce à une association éducative. Hier, on m'a confié des Anglais qui étaient en difficulté. Donc je les ai gardés aujourd'hui. Ils ont dormi chez nous cette nuit. On les a un peu... leur a donné un peu de bon temps pour qu'ils respirent un peu, se douchent. Ils sont douchés très longtemps. Dès qu'on a su qu'il y avait un gros problème d'hébergement, on a fait une liste par l'intermédiaire de mon syndicat. Et plusieurs personnes se sont portées volontaires. On a une quarantaine d'hébergements à proposer, des familles où c'était principalement en destination des enseignants, mais on a vu hier qu'on a pris ce qu'on nous donnait. Aujourd'hui, pour ces 4 rescapés anglais, il faut penser à rentrer en Angleterre, malgré les grandes difficultés d'organisation. Et les pompiers, ils sont venus hier matin pour nous emmener jusqu'à l'aéroport de Grande-Casse hier après-midi et on a pris le prochain vol directement ici. Et puis depuis qu'on est là, heureusement, ce monsieur-là, il dit Benadou et sa famille, ils ont logé. On est 4 qui seront répatriés en Angleterre. Nous avons logé hier soir. On est là maintenant pour voir les renseignements, pour voir comment on peut rentrer chez nous parce qu'on a tout perdu. Et pour l'instant, il n'y a aucune information. On attend pour l'information de la préfecture, mais les gens qui travaillent ici à l'aéroport, ils ne savent rien non plus. Ils ont dit qu'il faut attendre, il faut être patienté, mais je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, demain, après-demain ou dans une semaine. Là, on essaie de voir comment ils pourraient être rapatriés en Angleterre, mais on a du mal à savoir qui sont les responsables, à qui il faut s'adresser. On a été voir la Croix-Rouge qui nous a envoyés vers l'aéroport et on ne sait pas. Si eux ont pu rejoindre la Guadeloupe, des centaines d'autres rescapés sont attendus dans les prochaines heures. Là encore, il faudra pallier le manque d'hébergement. On a préparé toute une liste avec, nous on se tient à disposition, les collègues sont prêts à venir ici à l'aéroport pour chercher les gens. On est prêt à héberger les gens. On propose plus d'une quarantaine d'hébergements, des maisons, des canapés, tout. Là, ils ont dormi sur un canapé, ils étaient très contents parce que c'était plus que ce qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant. Il y en a un qui a préféré dormir dans un hamac dehors, mais il aurait pu dormir dedans, mais voilà, c'est tout. Mais il y a vraiment de tout, il y a des gens qui ont des gîtes, voilà. Depuis vendredi, près de 1000 personnes ont déjà été évacuées de Saint-Martin. Sur place, des milliers d'autres personnes attendent eux aussi d'avoir une chance de rentrer en Guadeloupe. Une fois arrivés en Guadeloupe, ces rescapés de l'ouragan Irma sont aussitôt pris en charge par le personnel médical déployé à l'aéroport. Reportage de Karine Diamin. Dans ce balai incessant d'arrivée de rescapés de l'ouragan Irma, le SAMU et le CHU mutualisent leurs moyens dès les premiers débarquements à l'aéroport Paul Caraïbe. Dans le cadre de cette mission, aujourd'hui on prête main forte à l'équipe du SAMU pour pouvoir accueillir les patients venant de Saint-Martin. L'ensemble des patients qui arrivent par les vols sanitaires et militaires sont accueillis ici au niveau d'un premier poste où sont recueillis l'identité des patients, nom, prénom, âge, leurs coordonnées et ensuite il y a une première évaluation qui est faite pour savoir est-ce que ces patients sont blessés ou pas. Ici, une dizaine de médecins et d'infirmiers ont été détachés pour assurer un service continu. S'il y a des patients qui nécessitent un examen médical approfondi
il est réalisé ici. Et en fonction de cet examen, les patients sont ou réorientés vers l'hôpital, ou si la prise en charge peut se faire de façon ambulatoire, c'est-à-dire en ville, ils sont réorientés vers la ville. Les patients qui ne nécessitent pas de prise en charge médicale sont orientés dans un second temps vers le poste de la Croix-Rouge où ils peuvent bénéficier de collations et où est fait un point sur leur organisation concernant l'hébergement et éventuellement le retour, puisqu'il y a des patients qui ont déjà des billets de retour vers la métropole essentiellement et d'autres patients qui sont en attente d'un rapatriement vers la métropole. Des centaines de passagers sont encore attendus à l'aéroport Paul Caraïbes. Les secours restent mobilisés. La communauté antillaise d'Hexagone se mobilise. Plusieurs associations ont lancé des collectes de nourriture et de vêtements. Avec le soutien de compagnies aériennes, ces dons doivent être acheminés au plus vite. Reportage d'Éric Dupuis, Solène Boissé, nos correspondants à Paris. Toutes ces culottes-là, c'est pareil à peu près. Juste pour les sous-vêtements. Ouais. Des petites mains pour une grande cause. Chérine est hollandaise et a vécu à Saint-Martin. Choquée par les ravages d'Irma, elle a souhaité donner ce qu'elle pouvait pour aider les victimes, c'est-à-dire son temps au moment de sa pause déjeuner. C'est assez frustrant de voir tout ce qui se passe quand on est de là-bas et qu'on est ici et on n'a pas l'impression de pouvoir aider. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, ça compte. Et ça compte beaucoup car depuis ce lundi matin à la maison de Saint-Martin à Paris, les colis affluent. Comme Kevin, originaire du Morne-Vert en Martinique, ils sont des dizaines à venir avec les valises pleines. J'ai ramené plein de vêtements d'enfants qui étaient trop petits pour la fille. Si ça peut aider. Wendy réceptionne les colis depuis vendredi. La Saint-Martinoise se réjouit de l'arrivée par tonnes de vêtements. Mais maintenant, elle espère pouvoir envoyer un maximum de nourriture vers son île natale. On commence à avoir des messages un peu alarmants qui nous disent qu'ils ont besoin de nourriture, que là, ça commence à être très compliqué pour se nourrir. Pas de problème. On est au 54 rue de Varennes. Toute cette opération rondement menée est dirigée par Olivier. Avec l'aide de plusieurs sociétés d'emballage et de transport, il espère acheminer le plus vite possible les dons vers les Antilles. Donc tous les colis seront conditionnés dans l'après-midi et ils seront amenés sur à l'aéroport d'Orly et affrétés par Air Caraïbes pour arriver à Pointe-à-Pitre. Et ensuite de Pointe-à-Pitre, il y aura des personnes qui vont réceptionner, mettre sur un bateau pour que ça arrive à Saint-Martin. Au pire, mercredi matin. La vague de solidarité des hexagonaux envers les Antillais devrait se poursuivre toute cette semaine. La mairie de Paris a annoncé une réunion spéciale avec les associations communautaires et toute personne de bonne volonté dès ce mardi à l'hôtel de ville. Un appel aux dons a été lancé par le Secours catholique guyanais. Vous pouvez donc aider les sinistrés en vous informant notamment au numéro suivant 28 75 50 28 75 50. Passons à toute autre chose à présent avec le gel des contrats aidés pour l'année 2018. Il sera préjudiciable à l'emploi en Guyane avec un taux de chômage déjà de 25% pour les plus de 25 ans. C'est l'opinion de l'Afrocep, l'association des associations. Vendredi dernier manifestait devant la préfecture pour dénoncer cette mesure du gouvernement Macron. Reportage de Jonathan Lariot. Vendredi 8 septembre, ce message sur le sol devant la préfecture de Guyane est clair. En marche ou on crève, menée par un collectif d'associations, cette manifestation contre la suppression des contrats aidés en Guyane est une première action contre cette mesure du gouvernement. Suite à ce putsch, le préfet de Guyane annonce le maintien de 700 CAE, les contrats d'accompagnement à l'emploi, pour les associations et les collectivités sur tout le territoire guyanais. 3 jours plus tard, dans les locaux de la Procep, pour Jean-David Poquet, son directeur, ce nombre est loin d'être en accord avec la situation du département. Il en faudrait sûrement 3 fois plus actuellement par rapport à l'augmentation de la population. Juste la collectivité territoriale nécessite d'au moins 700 contrats aidés pour pouvoir effectuer ces renouvellements. Donc ça veut dire que c'est très peu de contrats, avec un certain mépris vis-à-vis des employeurs associatifs. On leur dit, dans le cadre de la rentrée associative qui se déroule là dans moins d'un mois, vos budgets vont devoir être remis en cause parce que tous les contrats aidés vont être anéantis. Donc ça veut dire à peu près, en termes d'effectifs, 1 emploi sur 2 dans les associations et puis une annulation du dispositif majeur au niveau des jeunes qui étaient les emplois d'avenir. Depuis plusieurs jours déjà qu'ici, les rendez-vous avec les associations s'enchaînent à la recherche de solutions d'accompagnement. C'est au total plus de 3000 emplois aidés que compte la Guyane.
Au vu d'une démographie sans cesse grandissante et un taux de chômage qui va de pair, Jean-David déplore le manque d'intérêt envers cette mesure aux allures catastrophiques en Guyane. Personne aujourd'hui prend en considération les conséquences de cette mesure du gouvernement. Les contrats aidés permettaient justement aux personnes les plus exclues de l'emploi de s'intégrer. Et donc je pense aux jeunes, puisqu'un jeune sur deux est déscolarisé. On a des taux de chômage où justement on atteint à peu près 70-80% dans l'ouest à Saint-Laurent ou à Maripasoula ou à Camopi. C'est vraiment un appel du gouvernement disant aux jeunes, voilà, on vous abandonne littéralement, parce que la mesure phare qui est proposée, c'est l'apprentissage. C'est des propositions qui ne sont pas présentes sur le territoire. Au final, 1000 emplois aidés sont donc maintenus sur les 50 prévus initialement. 300 seront accordés à l'éducation nationale d'ici décembre. Les autres 700 emplois devront se répartir entre les collectivités et les associations qui en ont le plus besoin, le tout sous la décision du préfet de Guyane. Une assignation en justice pour diffamation, dénonciation calomnieuse à l'encontre de Davy Riemann, Willy William et Cleon King. Les syndicalistes sont poursuivis par Augusto Suarez dos Reis, le directeur général de DEF Guyane. L'UTG appelle à la manifestation pour protester contre ces actions en justice. Les détails avec Jean-Marc Chemin, secrétaire général de l'UTG, au micro de Gaël Wassim. Effectivement, trouver un accord pour permettre à un moment donné que le dialogue social puisse renaître au sein de l'EDF. Nous constatons que non, que la direction jette de l'huile sur le feu, ne respecte pas la signature de l'EDF. Et pour nous, c'est extrêmement grave. Et l'UTG, nous n'allons pas rester insensibles à ça et nous allons nous défendre avec nos avocats pour prouver effectivement que l'innocence de nos camarades. Et je rappelle que Davy Riemann a porté plainte pour agression et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles. Et à travers lui, il y a 3 camarades. Donc il y a Davy Riemann, il y a Willy Williams et le camarade King. Mais à travers cette plainte, c'est Davy Riemann qu'on cherche à attaquer. Davy Riemann, je rappelle, c'est le signateur des protocoles d'accord de Guyane, d'accord, c'est le délégué syndical et c'était un des leaders de ce mouvement. Et j'ai l'impression que la répression commence. Oui, je n'ai pas pour habitude de menacer qui que ce soit. Ce n'est pas dans mes habitudes. Nous allons faire ce qu'il faut pour défendre nos camarades. Joint par téléphone, le service communication d'EDF affirme que cette action du directeur est une action à titre personnel. Quant à l'UTG, elle appelle à la mobilisation demain à 7 h devant le bâtiment d'EDF situé boulevard Nelson Mandela. Toujours dans le volet social, le syndicat Sud solidaire, unitaire et démocratique appelle à manifester contre la loi travail, un mouvement de grève nationale qui sera suivi en Guyane demain matin face à la préfecture de région. L'objectif est de dénoncer les inégalités de répartition des richesses. Alexandre de Chavannes, secrétaire départemental FSU Guyane, au micro de Jonathan Lariot. C'est une première, ce gouvernement a fait le choix de s'attaquer et au privé et au public dès la rentrée scolaire. La casse du privé par le Code du travail, refonte totale, donnant plus de pouvoir aux patrons et moins de droits aux salariés. Et la casse du public par des mesures salariales, des réductions d'emplois, la réforme des retraites. Et puis, de manière générale, la hausse de la CSG pour les retraités et les salariés, mais en même temps, moins d'assurance maladie, moins de pensions pour les retraites qui sont également dans les tuyaux. Donc, ce sont des régressions sociales qui sont prévues dans le programme de l'ex-banquier Macron. Quand on regarde le dernier mouvement social et les marches du 28 mars. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces accords de Guyane? Eh bien, le patronat a pris entre 2 et 3 milliards d'économies sur 10 ans, pendant que le reste de la population a pris quelques centaines de millions d'investissements dans les secteurs publics. Donc on voit qu'il y a un problème de répartition des richesses. Eh bien, il semblerait que le nouveau gouvernement et le président Macron se soucient peu de la Guyane, qui est déjà en grande difficulté, 44% des familles vivant sous le seuil de pauvreté. Alors on appelle à la grève et au rassemblement à 9 h devant la préfecture de Cayenne et à 9 h devant la sous-préfecture de Saint-Laurent, pour simplement dire aux représentants de l'État que sont le préfet et le sous-préfet qu'en Guyane non plus, nous ne voulons pas de ces régressions, nous ne voulons pas de cette casse du Code du travail, nous ne voulons pas de cette casse du service public déjà bien malade en Guyane. La nouvelle équipe de la Chambre de commerce sera installée demain matin par le préfet de région. Le président, son bureau et les différentes commissions devront être élus demain. Les 34 membres déjà élus par correspondance
ce mois-ci représente les 9300 établissements commerciaux de Guyane. Passons à toute autre chose à présent avec la lutte de Frédéric Farine qui est en ce moment en train de lutter pour la scolarisation de son fils autiste. L'ancien journaliste réclame de la part du rectorat 2 demi-journées de cours par semaine pour son fils qui rentre en ce moment en classe de terminale. Il porte plainte contre le rectorat qui n'a pas intégré son fils après une semaine de rentrée. Ce matin, il tenait une conférence de presse devant l'institution. Frédéric Farine était au micro de Gaël Wassim. Mon fils a été tardivement diagnostiqué autiste fin 2017. Ça a été une longue épreuve pour lui, de longs mois. À ce moment-là, il avait terminé une première générale. On a dû interrompre sa scolarité pour des examens de santé qui ont duré de longs mois depuis début 2016. Suite à ce diagnostic d'autisme, il faut savoir que jusque-là, c'était un bon élève jusqu'au collège, un très bon athlète, il est plusieurs fois champion de Guyane. Et donc 10 jours après la rentrée, mon fils a toujours rien d'effectif, aucune affectation. Donc le rectorat ne tient pas ses engagements. L'ARS, qui pourrait taper du poing sur la table pour qu'il ait au moins une structure d'accueil pour l'aider psychologiquement et au niveau éducatif, 1 jour par semaine, ne donne pas les moyens. Est-ce qu'on va m'obliger à aller au tribunal administratif en référé? Mais là, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de me heurter à un cynisme, une conjuration de gens qui n'ont pas envie de faire preuve de bonne volonté. Alors est-ce que mes interventions dérangent? Mais moi, je me place sur le plan de l'éthique, des principes. Depuis janvier 2016, je demande par écrit à l'inspecteur du rectorat chargé du handicap de trouver une solution adaptée avec dans une unité, une petite structure pour une rescolarisation progressive pour lui faire reprendre confiance en lui. Tirage au sort du 3e tour régional Guyane de la Coupe de France. C'était ce matin au siège de la Ligue guyanaise de foot. 4 matchs sont prévus pour ce 3e tour à partir du 30 septembre. Les détails avec Antoine Nelson, secrétaire général de la Ligue, au micro de Stéphane Govindin. C'est représenter le football guyanais au 7e tour de Coupe de France. Donc comme vous le savez, pour ce 7e tour, la Ligue de football de Guyane aura droit à 2 représentants. Un qui reçoit en Guyane et un qui se déplace en France. Donc tout simplement, l'équipe qui représentera la Ligue de football de Guyane pourra simplement se jauger par rapport au football métropolitain. Il faut savoir qu'il y a un engouement quand même pour cette Coupe de France. Nous avons pu le voir pour le match Sport Guyanais CSCC de vendredi dernier. Chaque participant a droit à un équipement de la FFF. Donc depuis le 4e tour et pour les tours suivants, chaque représentant aura droit à un équipement complet de la FFF. Ensuite, plus vous avancez dans les tours de Coupe de France, vous pouvez penser à avoir une petite retombée financière. 28e journée du cheval ce dimanche. Près de 1500 manifestations ont été organisées dans toute la France. Les écuries de Macouria ont proposé des baptêmes de cheval et de poney, des spectacles de voltige également. Reportage de Stéphane Govindin. Tous en selle, au trot ou au galop, les passionnés, les cavaliers ou les simples spectateurs sont venus à la rencontre des chevaux. Alors c'est une journée organisée par la Fédération française d'équitation, donc elle propose à tous les clubs de France une journée porte ouverte, donc on a le choix sur 3 dates et donc on a préféré aujourd'hui par rapport au planning des compétitions qui vont reprendre dans 2 semaines. Donc voilà, c'est une journée qui permet d'ouvrir les portes du club, de montrer aux gens ce qu'on peut faire et ce qu'on peut leur proposer. Alors l'équitation, oui, c'est un sport que l'on peut pratiquer très jeune donc, et aussi jusqu'à un âge, jusqu'à même très vieux, puisque alors c'est pas que c'est pas physique, bien au contraire, mais c'est qu'on peut en avoir pour tous les goûts. On peut en faire pour son plaisir, pour la compétition, pour faire du sport, juste pour le contact avec l'animal. Une bonne idée, une bonne initiative d'organiser tout ça d'activités, avec des baptêmes pour les enfants qui étaient effectivement bien encadrés. Donc non, très, très heureuse, très satisfaite. Cet événement permet d'avoir un premier contact avec les chevaux. Anna, cavalière depuis de nombreuses années, nous donne quelques astuces afin de mieux appréhender l'animal. Faut surtout pas avoir peur, sinon ils ont peur et ils le sentent.
Après, il faut être gentil, sinon ils viennent pas. J'en ai fait quand j'étais petite. J'ai commencé à 4 ans à faire des balades à Kourou. Après, j'ai arrêté à 11 ans parce que je vais faire du squash. Et donc après, je peux venir ici souvent parce que j'habite juste à côté. Et voilà. Après, j'adore ça, c'est tout. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas monter à cheval, la balade en carriole est une des activités proposées afin de profiter de cette journée dédiée au cheval. Pour la première fois, oui. Là où j'habite à Tahiti, je ne m'approche pas du tout à côté des chevaux. Vraiment de petits adultes, ados, enfants, grands-parents aussi, vraiment tout le monde. Et puis passionnés ou absolument qui ne connaissent rien à l'équitation, ils peuvent venir, il y en a pour tout le monde. Ça marche bien, c'est vrai que la carriole c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun, donc du coup voilà, ça a du succès. Pour tout public qui ne peuvent pas forcément monter à cheval, du coup peuvent y participer et faire une activité équestre grâce à la carriole. N'hésitez plus, l'équitation est un moyen écologique pour se balader et un moment de partage entre l'homme et le cheval. Voici arrivé à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Les secours s'organisent autour des victimes du cyclone Irma. Hébergement et soutien psychologique sont mis en place pour encadrer les sinistrés dans un climat de chaos. Nous en parlions dans ce journal. 700 contrats aidés pour les associations et les collectivités territoriales, ce n'est pas assez, affirme l'Afrocep. L'association des associations manifestait vendredi devant la préfecture. Elle craint le pire pour l'année à venir. Et puis 28e édition de la fête du cheval dans toute la France jusqu'au 24 septembre. Chez nous, le centre équestre de Macouria a organisé des initiations à l'équitation ce dimanche. Balade en carriole à dos de cheval que nous vous avons montré dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.